Bonjour, en direct des Interpol 2024 à Nantes. Vous avez vu qui est devant moi là? Aïe, 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 aïe. Peut-être que tu sais pas. On va t'aider un peu. Les bronzés, les costauds, non, les barjots, les costauds, les experts. Enfin, en expert. Voilà. Toute une histoire. Bon, bonjour. Tu vas bien? Ça va bien et toi-même? Depuis longtemps. Très bien, très bien, très bien. Donc une marque d'histoire. Donc c'est vraiment important parce que cette année, c'est une année stratégique. On est en 2024, on est champion du monde féminin et champion d'Europe masculin. Et on va voir les Jeux Olympiques à Paris. Aïe, 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 aïe. Donc c'était important que je puisse rebondir sur ça. Donc là, on a eu la chance de rencontrer Dao. Donc en deux mots, tu peux te présenter? Daouda Karaboué, ex-gardien de but de l'équipe de France et aujourd'hui responsable de la filière gardien de but pour le PPF et idem pour la région PACA. Avec un petit classement et tout. Donc tu fais ça depuis combien de temps? On va dire que ça fait quasiment 10 ans maintenant. 10 ans. Ouais, on va dire que ça fait 10 ans. Oui, c'est ça, ça fait 10 ans maintenant. C'est juste quand. Juste après ma carrière de sportif, et Eric Quintin m'a donné l'opportunité de le rejoindre Mhm. avec les U19 et c'est là où j'ai mis le doigt et il reste du corps et du Ok, donc si je me. On va s'asseoir. Ça va être cool. Je crois que c'est à cette période-là, c'est 2013. C'est ça, ouais, fin de saison 2013-2014. Donc un petit aparté. Donc pourquoi tu t'arrêtes en 2013? J'arrête en 2013. D'abord, la première chose, c'est que commencer, au bout d'un moment, tu as le sentiment d'avoir fait le tour. Mhm. Et j'avoue que j'ai eu d'excellentes expériences. Et j'ai fait partie d'un groupe extraordinaire. Et depuis 2004, j'ai fait depuis 2004 à 2013. Et je pensais avoir fait le tour. Et puis je vois aussi que le temps passe, je prends de l'âge et la jeunesse montre les crocs. Et puis il était temps pour moi de me rapprocher. Et les jeunes qui sont arrivés derrière ont fait le travail. Voilà. Donc vous avez vu, ben, au lieu de se prendre une retraite, il redistribue et il éduque. Et ça, c'est, comment je dirais en deux mots, c'est une marque du sport français, surtout au niveau du handball. Redistribuer, retranscrire, retransmettre, qui sont des valeurs vraiment importantes, vu la conjoncture actuelle au niveau du XXe siècle. Donc c'est important qu'avec le sport, on puisse fédérer tout type d'humain, sans différence sociale ou raciale ou de culte. Voilà. Donc en deux mots, moi déjà, euh, conte-nous comment t'es venu au handball, pourquoi tu as fait du handball et tout ton cursus avant que tu arrives dans les détections nationales. Donc, c'est cette partie de. Alors il faut savoir que moi j'ai un parcours, comme d'autres d'ailleurs, comme certains, un parcours vraiment atypique puisque j'arrive au Côte d'Ivoire à l'âge de 10 ans. En Côte d'Ivoire, le handball, c'est un sport dit de filles, puisque c'est essentiellement les filles qui jouent au handball. Et donc, pour tout te dire, je découvre réellement le handball en arrivant en France. Mm. Et donc, je fais mes classes à Mandelieu, à Napouille, là-bas, avec mes copains. Et je reste avec eux, puisque comme pas mal de jeunes, on reste avec les copains et on va faire pratiquer les mêmes activités avec les personnes qu'on affectionne. Et donc, je fais mon petit bout de chemin, je passe à Montpellier, de Montpellier, et la suite, je pars un petit peu en Allemagne, la Suisse, et je reviens ensuite à Montpellier, pour finir ma carrière à Toulouse en 2013. En 2013. Mais alors moi, je suis un peu, j'aime bien creuser. Moi, je voudrais savoir comment explique aux gamins à quel âge tu as commencé, quelle année, le cursus et pourquoi tu arrives à t'es détecté en tant que français, parce que à la base, c'est camerounais. Non, je suis ivoirien. Ah, ivoirien, c'est, tu vois, c'est une blague. Il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que j'ai fait aucune classe jeune. Ok. Aucune. Normal, puisque j'étais encore considéré comme étranger. Et j'ai eu ma naturalisation qu'à l'âge de 28 ans. Ah, D'accord. Donc toutes ces classes-là, tout ce qu'on voit là ici, le PPF, les Interpol, j'ai eu la chance de participer aux Interligues puisque on était considéré comme assimilés français à l'époque, ça c'était aussi marrant.
mais bon, assimilé français, et donc ça m'a permis de faire donc, les interviews. C'était une expérience pour moi extraordinaire, puisque j'avais juste l'habitude de participer aux petites compétitions qu'on avait dans notre département. Et c'est là où le goût pour la compète de haut niveau, où je me suis vraiment accroché à ça. Et j'ai juste suivi le parcours donc un jeune de centre de formation et ensuite arrivé en équipe professionnelle plus tard. Puisque j'arrive tardivement en équipe de France à la Fédé. Mais par contre, je fais savoir à tous les jeunes que je croise et que j'accompagne aujourd'hui que c'est une chance énorme de participer à ce genre de compétition des interpôles. Savoir que les fédés, les ligues mettent à disposition des structures ou des compétitions comme celle-ci, ça permet à chacun d'entre eux de se montrer et puis de se tester face aux meilleurs de leur catégorie, de leur génération. C'est une chance énorme. Ouais, puis ça fait quand même pas mal d'années par rapport à un grand maître qui est important pour moi, qui est Daniel Constantino. Il est pour moi aussi. Ouais, bien sûr. Après, tu es dans la jonction et tu redistribues. Et ce que je voudrais surtout que tu expliques aux gens, c'est toute cette parce qu'il y a eu les bronzés, les costauds, les barjots, les costauds, et là on arrive aux experts. Et comme aux experts, vous avez fait quelque chose que très peu de personnes, je crois que personne dans le sport en fait. Ouais. Vous avez fait une doublette d'un triptyque. Champion du monde, champion d'Europe, champion olympique. Et il était dans la promo. Mais dans cette promo, c'est ce qui est quand même par rapport à l'histoire, je te rappelle au meilleur. Bien sûr que je me rappelle. Comment est-ce que tu veux que je me dise Ouais. Donc c'est le gardien qui a été, c'est mon coéquipier le plus tenace de toute ma carrière. Et je suis ravi d'avoir cohabité et fighté face à un adversaire, mais aussi un coéquipier de cette trempe-là. C'est ce qui, je pense que c'est ce qui permet à chaque sportif de se tirer vers le haut, au meilleur à montrer à la terre entière la qualité du gardien qu'il pouvait être, et de lui dire que tous les jours je vais lui montrer que s'il baissait le régime, je passerai devant. C'était un vrai challenge pour moi, pour nous même. Pour nous, même au sein de toute l'équipe, avec Claude, Nesta, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a pris la relève de Constantini, de Daniel, notre fameux Daniel. C'était comment cette ambiance? Parce que quand tu vois, quand le premier titre, toute cette préparation, vous y attendez, c'était. Alors, faut savoir que c'est vraiment quand j'ai l'habitude de dire que j'ai de la chance d'avoir fait partie de cette génération. J'explique pourquoi. En 2004, l'équipe de France, à part le titre de 2001, on n'avait plus rien. Et les membres de l'équipe de France à cette époque, notamment les jeunes qui commençaient à arriver, ou les moins jeunes que moi, nous avions tous faim. Tu imagines d'autres qui ont fait tout le cursus qu'on voit aujourd'hui, ils sont arrivés en équipe de France et qui n'ont pas eu de titre. Moi qui ai fait tout mon cursus en France et arrive en équipe de France à l'âge de 28 ans, tu imagines les crocs que nous avions tous. Mais surtout, nous étions tous inspirés de ce que les anciens avaient fait. Et ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que dans le handball, on a cette culture de reconnaissance par rapport à nos aînés et de devoir faire que leur héritage continue de briller. Et c'est quelque chose qui traverse les années. Peu importe, on change les individus, mais ça reste au sein de l'équipe de France. Mais parce que toi, là, on va rentrer un peu dans le cul. Quand vous ce premier triptyque, c'est quand même quelque chose de fort. Comment l'esprit des joueurs, des nouveaux, comment c'était? Parce que ça, on n'a jamais su au sein du public comment votre fraternité, ce soudage pour former. Alors, il y a une chose que Claude Onesta a dit, et je ne reprends pas souvent les phrases de Claude, par contre celle-ci, elle est bonne, c'est que on n'avait pas besoin d'être fraternel, on n'avait pas besoin d'être amis, on n'était pas forcément les meilleurs amis. Et par contre,
une chose certaine, c'est que notre amitié, on l'a créée au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des compétitions, au fur et à mesure des prises de tête, parce qu'il y a eu aussi des prises de tête. Et tous ces moments-là ont construit notre détermination et renforcé notre volonté d'atteindre nos objectifs. Donc nous y sommes tous en phase totalement sur le chemin à prendre et des objectifs à atteindre. Peu importe les différences qu'il peut y avoir entre les individus, euh, ce, ce chemin-là nous réunissait tous. Donc c'est ce qui donne un peu la trame, la mentalité, l'esprit de cette équipe de France qu'on retrouve aussi chez les filles et qu'on retrouve aussi chez nos jeunes. Et ce niveau d'exigence, et ce niveau de rigueur, du travail qui doit être toujours bien fait. Et comment étaient les adversaires par rapport à cette époque quand vous, parce que vous êtes devenus des experts, vous avez un peu gommé les barjots, les... Oh non, on les a pas non, non, gommés mais du quand je tout, suis hein. là, Vraiment, non, parce mais... que vraiment, et souvent, quand on arrivait, les gens nous parlaient souvent des barjots. Même quand on gagnait. On nous a souvent parlé des barjots, même quand, après qu'on soit champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. On nous a toujours parlé des barjots. Donc ça, je trouve ça très bien. Par contre, il est aussi important que chacun écrive son histoire. Et c'est pour ça que je disais qu'on avait un groupe qui avait faim, clairement faim, et qui avait aussi envie d'écrire son histoire. C'est comme ça que les choses se sont faites au fur et à mesure. Et c'est aussi le message que je veux passer aux plus jeunes, c'est que c'est la somme des individualités qui fait bien sûr le résultat d'un collectif. Mais quand toutes ces individualités sont en phase sur le chemin emprunté et les objectifs à atteindre, en général, tu crains pas grand-chose. Et les adversaires avaient tous à cœur de nous battre, c'est normal. Mais nous, on avait juste pas envie d'être rassasiés. C'est une certaine philosophie. Mais tu as dû ressentir quand même par rapport aux autres fédérations, parce que ça suit au niveau des jeunes, ça suit chez les adultes, et ça perdure. Et ça perdure. Et comment ils étaient comment toi, parce que ça, nous, on a des spectateurs, on voit par rapport à la télé, mais quand lors d'un tournoi, c'était comment il y avait cet esprit de compétition avec la fraternité ou il y avait déjà la crainte, il y avait des espions à vos entraînements. Ah non, mais ça c'est possible, bien sûr, qu'on a vu des gens venir pendant les entraînements, les veilles de match, traîner dans les couloirs, alors je vais pas être là. Ça n'a pas manqué. Mais une chose est claire, c'est que nous étions réellement en phase sur le chemin emprunté et puis les objectifs. Euh, Les adversaires savaient exactement que tôt ou tard, nous allions tomber, certes, nous le savions aussi, mais tant que nous ne l'étions pas, il n'y avait pas de raison de se poser de questions, il fallait qu'on continue de dérouler, de voir ce qui pouvait se passer derrière un peu plus loin. Ok. Donc là, là, tu nous expliques la période de l'expert. Là, je vais faire un petit bâtiment parce que j'aime bien les bâtiments. Cette période où, quand tu vas arriver à Montpellier. Tu vois, une fois que tu as quitté, quand tu quittes, la Côte d'Ivoire? Non, ouais, Côte d'Ivoire, tu arrives pas loin de à Mandelieu. Mandelieu. À Mandelieu, je reste 7 ans à Mandelieu, donc je vais à Montpellier à l'âge de 17-18 ans. Et j'intègre le groupe pro en 94. Donc tu fais la rencontre du fameux entraîneur. Patrice Canet? Ah oui. Oui, on peut le dire. Je crois que tout le monde le sait. Patrice a fait plus que ses preuves. Il a marqué le temps, il a marqué notre sport, il a marqué la ville de Montpellier. Et quoi qu'on en dise, ce monsieur a aussi donné la chance à beaucoup de jeunes. Et je fais partie de ces jeunes à qui il a donné la chance, puisque lorsque j'arrive, je suis en concurrence de la première année avec des pointures quand même, qui sont Edouard Chumak, qui a été champion olympique. Très peu de temps après qu'il soit champion olympique, il est arrivé à Montpellier. Fatih Belkir, excellent gardien aussi, qui est de l'époque de Vitrolles. Et donc, et puis Daouya Karaboué, le petit jeune qui arrive,
ces disciplines et derrière essayer d'apprendre, d'essayer de se comparer et travailler avec ces grands. Parce que, tu vois pourquoi je pense à Canaillé, Patrice? Parce que tu sais qu'il va tirer sa référence encore en 2024. Et il a combien de titres déjà de champion de France? Oh, j'ai arrêté de les compter. J'ai Ouais. arrêté de les compter. Et avec toi, t'en as combien? Mais en fait, le premier qu'il a eu, c'était avec moi. Ou du moins, le premier que j'ai eu, c'était avec lui. C'était lui l'entraîneur de l'effectif. Et puis après, il a enchaîné. Hein, il a enchaîné. Et encore heureusement, le premier et seul titre jusqu'à aujourd'hui de Champions League, c'est le Sud qui l'a. C'est le Montpellier. Donc c'est vraiment c'est astronomique parce que je crois qu'il a. Mais j'étais pas là. Non, mais au moins, t'as vu, il n'y a pas de perjure. On rigole pas. Non. C'est que quand même, ce monsieur, c'est plus de 25 ans de consacré au handball, 30 ans aux jeunes, à la compétition, un esprit, une mentalité, un projet de jeu. Et plus dans le temps, ça perdure. Et il y a une grande différence avec la sélection nationale ou celle du club, parce que Canaillé, il aurait pu aller en équipe de France. Il est toujours resté dans son club à Montpellier. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut ressentir la transition avec un grand entraîneur de club et une sélection? Mais déjà, il faut savoir que Patrice avait vraiment à cœur d'installer, sa priorité c'était comment le club. Et c'est pour ça qu'il a passé autant de temps. 30 ans à tout bâtir, puisqu'il a bâti quasiment accompagné d'autres personnes, mais ils ont bâti un empire, puisque pour moi c'est une vraie référence aujourd'hui, en termes de formation, en termes de jeu, en termes d'ambiance dans la salle. Enfin. Et j'ai perdu tout. C'était, je te demandais quelle est la différence entre un entraîneur de club et une sélection quand tu as déjà deux gros stratèges. Donc Patrice c'était donc l'entraîneur du club qui aurait pu aller à une période, c'est vrai qu'on a mis son nom pour l'équipe de France, pour l'équipe de la sélection nationale. Et la différence que nous avons, il faut savoir que quand tu arrives en sélection, tu regroupes plusieurs individus qui ne jouent chacun tous dans leur championnat et ne jouent pas ensemble, même si nous nous connaissons tous. Il faut vite reprendre, créer des affinités, créer des liens. Et elle est là la différence, parce qu'on n'entraîne pas une équipe nationale comme on entraîne un club. Et on ne manage pas non plus les individus dans une sélection comme dans un club. Et les deux individus, que ce soit Patrice ou Claude Nissa, ont su le faire chacun de leur manière et ça m'aide tous à avoir le titre. Donc ils ont su manager, entraîner comme il fallait. Donc tu as passé de super bonnes années avant que tu partes à Montpellier. Mais tu faisais certaines choses, parce que je crois que tu as monté des associations, tu as fait des. Comme ça, tu peux expliquer pour un jeune étudiant qui veut s'en sortir et qui fait des choses. Alors, donc, oui, comme tu disais tout à l'heure, on a à cœur de redonner, et puis ça fait partie aussi de ma culture, de mon éducation. On redonne toujours aux plus jeunes. Et aujourd'hui, en 2013, quand je termine, Eric Quintin me propose donc d'accompagner ces jeunes gardiens. Et pour moi, c'était une façon de redonner au handball ce qu'il m'avait donné. Mais il faut savoir que j'avais déjà créé mon association en 2006, 2 ans après ma première sélection. Ça s'appelle comment ton... DK Cœur Afrique, donc Dakar Aboué Cœur Afrique. Elle a pour but donc de favoriser l'accès à la pratique du sport en Côte d'Ivoire, donc essentiellement le handball. Nous sommes ouverts à toutes les autres disciplines. D'ailleurs, j'annonce que cette année, nous allons travailler avec Baki Maïté, qui est un rugbyman ivoirien et qui joue ici dans le championnat français. Et donc comme quoi on s'ouvre, on est ouvert à d'autres disciplines. Donc le but de l'asso, c'est de faciliter l'accès à la pratique du handball et des autres sports, mais on soutient aussi les jeunes en difficulté scolaire, on soutient les jeunes dans les quartiers défavorisés en amenant du matériel, que ce soit sportif, scolaire ou médical, mais aussi en mettant des événements en place pour les jeunes des quartiers. Mais
20 minutes, c'est bon. En 2 mots, quand ton association, c'est surtout pour t'as rencontré d'autres sportifs africains qui sont. Mais ça raconte, t'es un peu C'est- timide, vas-y. Alors, oui, lâche-toi. mais le truc, c'est que je sais pas sur quel sujet partir, parce que je veux pas non plus dire des choses qui sont pas qui ne concernent pas le reportage. Mais donc mon asso, c'était vraiment mon projet, c'est de réunir les forces, notamment les forces comme celle de Rockfelio, d'autres, parce que Rockfelio m'a accompagné aussi en Côte d'Ivoire. Mhm. Le but, c'était de réunir donc les forces et que chacun puisse apporter à sa façon aux enfants, aux jeunes du quartier, les jeunes du pays, et qui n'ont pas qui ont pas eu les mêmes chances que nous, puisque nous sommes, enfin, du moins moi, je suis parti de Côte d'Ivoire, et je sais dans quelles conditions sont les jeunes au pays et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit pour aller à l'école, faire du sport, ou ne serait-ce que dans la vie de tous les jours. J'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer Didier Drogba, qui lui aussi a une fondation, du par contre, c'est une fondation. Et sa fondation fait énormément de choses en Côte d'Ivoire. Donc c'est à travers sa soirée de gala que nous avons pris contact et nous avons des projets de collaboration. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a d'autres priorités. Oui. Mais quand même, il y a quelque chose qui me tracasse dans ton propos. Parce que tu vois, t'as arrêté en 2013, mais c'est quand même un globe-trotteur. T'as On peut vraiment dire ça, la ouais. bougeotte. Je crois que t'es parti en En Allemagne, t'es Allemagne, en parti en Suisse. Suisse. Donc tu peux un peu nous compter l'Allemagne, un peu la Suisse. L'Allemagne, c'était excellent. C'était excellent. Jeune handballeur à l'époque, dans les années 80-90, l'Allemagne était une vraie référence dans la discipline. Et elle l'est toujours, mais encore plus à cette période. Et le championnat le plus élevé était celui de l'Allemagne. Et une fois que j'avais goûté à la Champions League, je t'avoue que pour moi, c'était clair. Il fallait que j'y aille. Il fallait que j'y aille. Il fallait que j'y aille, que j'aille me frotter à ses meilleurs joueurs, puisque le championnat allemand, c'est comme si tu jouais, à l'époque, du moins, comme si tu jouais une Champions League tous les week-ends, quoi. Donc, c'était une vraie chance. Et je voulais voir quelles étaient mes limites. Et donc, c'est comme ça que je pars en Allemagne. Sans vraiment savoir, sans vraiment y aller, comme aujourd'hui, on voit plein de jeunes partir dans les clubs phares. Moi, c'était un club qui venait de monter en première division. On termine 2 fois 10 et 11e du championnat, sur un championnat de 18. Et donc, une expérience folle, une expérience extraordinaire, extraordinaire. Tant dans la culture, mais dans la culture du jeu, les personnes rencontrées, le fonctionnement autour du handball, de la discipline, c'était très riche. Et donc, de là, je fais 2 ans, et je fais 2 ans en Suisse, 2 ans à Zurich, exactement, où au niveau handball, c'était carrément moins bien. Par contre, le cadre de vie, les personnes que j'ai rencontrées, les échanges que j'ai eus, c'était aussi très enrichissant. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir revenir à Montpellier où j'ai retrouvé le sport de haut niveau et bien sûr la compétition avec la sélection nationale. Ok. Donc là, on a tout ce passage-là. Donc là, je voudrais te poser une question. C'est long, mon histoire est longue, Oui, mais c'est pour ça fait 20 piges quand même. Ouais, Hein. mais c'est pas pige, mais c'est important. Il faut que les jeunes y savent. Parce on leur présente plein de choses, mais il y a à boire et à manger. Exactement. Donc non, on est là pour les rabattre et leur dire il faut vous éduquer. Donc, en 2 mots, il y a, moi je t'ai rencontré une époque où je ne pensais pas te voir. Et c'était en Bretagne. Ok. Sympa, à Avec, l'école oui. des entraîneurs de handball. Exactement. Et c'était un grand moment, il y avait Daniel, Constantini et tout. Et là, je vois l'expert, je dis non, c'est pas possible. Il est là, oui, il est là, il donne son plein temps. Et tu vois, quand tu sais que tu as taillé, tu as tout préparé, tu vois. Et, et là, je te vois dans le bain, je te vois former des gardiens de but. Et tu vois l'évolution. Donc, comment tu as pu, même si on t'a guidé, que tu vois, ce moment-là, quand ça arrive pas à tout le monde. C'est parce que tu vois, tu as bien vu, tous ces gens-là, c'est comme un gnome, comme une pyramide, et après, ça éclore, il y a plein de choses autour, il y a plein de filaments, c'est de ramifications, et toi, tu es vraiment dans le cursus, parce que tu vois, en plus, je sais que tu vas aller avec Mirko,
vous allez débloquer un titre qui nous manque. C'est quel titre que vous allez prendre? Champion du monde, Voilà, avec avec Eric Quintin. et en joueur, il y avait qui déjà? Ouh, qu'est-ce que c'était comme génération ça? Je sais pas si c'était pas la génération Gaudin. Il y avait pas Romain? Romain lequel? Lagarde. Oh oui, il y a eu aussi Romain Lagarde, il y a eu donc Gilles Minot, il y a eu, enfin, j'avoue on a eu une génération dorée, dorée, parce que c'est rare quand même que dès ta première sélection en tant qu'entraîneur, tu ramènes un titre. Et Et en un plus de titre ça, qu'on n'avait jamais eu. la plus belle des médailles Mmh. que cette génération n'avait jamais eu. Et on ne l'a pas fait qu'une fois, on l'a fait deux fois, et on n'a pas fait que deux fois, parce qu'on a ramené 4 titres d'affilée. 4 titres d'affilée. Non, en même temps, on n'a pas à se tirer la couverture à soi. Il faut aussi reconnaître qu'il y avait une génération enfin, 2 générations de fous. Aujourd'hui, on les voit de toute façon. Ouais, ouais, Ce sont elles qui sont aujourd'hui ils sont monstrueux. en A. Hein. Ouais. Donc, Mais comment était ta rencontre avec Mirko? oh mais Mirko, enfin, je l'appelle, c'est mon frère serbe, et je lui dis que nous sommes les Ivoiriens, nous sommes les Serbes d'Afrique. Et il aime beaucoup ça, ça le fait rire. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On a un bon feeling, on se comprend tout à fait. Et son approche avec les minots est tout aussi intéressante. Et l'approche qu'il a eue avec eux nous a aussi permis donc de ramener ces titres. Ouais. Donc là, c'est vraiment important. Il faut rappeler que Mirko, c'est le responsable du pôle de Bretagne. Exactement. Donc, voilà. Exactement. À qui je vais rendre visite régulièrement, puisque dans mes missions, j'accompagne les jeunes en structure. Ok, en structure. Donc là, c'est tout, tout ça. Donc là, maintenant, tu vas commencer à rentrer de plus en plus dans ce qu'on peut appeler dans le truc fédéral. Mhm. Donc là, Alors, il faut savoir que je ne suis pas employé par la fédération, je vends des prestations à la fédération. ok, c'est quoi ça? Donc, je ne suis pas salarié de la fédération. J'avais à cœur de créer ma structure et de pouvoir vendre mes services à qui le souhaite. Mhm. Et donc, la fédération, c'est très bien. Ça me permet de voir l'éventail que nous avons en termes de jeunes gardiens et d'organiser avec les autres copains, donc d'organiser le renouvellement donc, du poste, quoi. Puisqu'on sait que le poste de gardien de but est pour moi le poste primordial. Et quand on voit on connaît l'importance du poste et les moyens qui sont mis à sa disposition pour l'accompagner, c'est carrément dérisoire. Et aujourd'hui, la fédération a bien compris ça. Et c'est pour ça qu'ils font appel à moi, et il y a d'autres personnes, et qu'il y a un vrai accompagnement aujourd'hui pour ces jeunes gardiens. C'est ce qui m'amène à aller dans leur structure. Il y a aujourd'hui, il faut savoir que la génération, la catégorie U19 a aussi un responsable qui est Patrice Aminé. Les U21 ont aussi un responsable qui est Yoann Ploquin, qui est un ancien de l'équipe de France titré lui aussi également. Et moi, je dois faire le lien entre ces 3 générations, ces 3 catégories. Donc, c'est parfait. C'est comme ça que nous allons travailler et puis essayer de monter tous ces talents jusqu'à ce qu'ils ouvrent la porte. En 2 mois, un Ubuntu. MeToo. Ouais, mais et alors donc tu es quand même là tu représentes une délégation. Là, je représente une délégation. Oui. Au sein de la délégation, tu es à part entière, tu es dans le sport études, tu es dans le pôle espoir. Exactement. Donc là, le pôle sport, le pôle, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est à qui je vends aussi des prestations. Et c'est le pôle PACA. Puisque alors, moi je suis issu de PACA, de la région PACA. Et il faut savoir que c'est Eric Quintin qui m'a mis le pied à l'étrier, mais c'est lui qui était responsable aussi du pôle PACA. Donc c'était un peu logique que je transmette d'abord dessus. En 2 mots, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le pôle de l'espoir, tu peux expliquer la relation entre le pôle et la structure scolaire? En fait, le pôle espoir aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le sport études de l'époque. Ouais. Et donc, le ministère nous a permis donc d'avoir des moyens d'associer le sport
et les études sur le même site, et avec les différentes générations, des fois 3 ou 4 générations dans la même année. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir un bel éventail sur chaque région. Ouais, chaque région. Mais au sein de toi, il y a des pôles. Quelles sont les relations avec les profs? Parce qu'au début, il y avait des profs qui connaissaient pas le handball. Il y avait des élèves En général, les structures scolaires voient ça d'un bon œil, même si certaines sont réticentes par rapport au fait que ce soit des sportifs et qu'ils pensent que ce soit quelque chose de spécial à gérer. Mais en général, les structures scolaires voient ça d'un bon œil et la collaboration est plutôt simple puisqu'il y a des aménagements qui sont faits pour que ces jeunes puissent associer leur discipline bien sûr, à leur parcours scolaire. Une chose est bien claire, c'est que les ministères encouragent et ne misent que sur ceux qui jouent le jeu dans le double projet. Et c'est tout à fait normal puisque on sait très bien que la carrière d'un sportif, encore plus la carrière d'un handballeur, ne dure qu'un temps et que derrière il y a une vie. Ça c'est pour ceux qui y arrivent, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, il faut qu'ils puissent aussi s'organiser et puis se projeter sur une vie sociale et professionnelle. Donc en dehors du cursus sportif. Donc, dans la chimie du sport, du voyage, de la compétition, en tant que c'est un amour. Mais bien sûr que en pratiquant ce que j'aime tous les jours, c'est ce qui me rend heureux. Mais encore plus heureux quand je suis avec les minots à qui je transmets, que je vois progresser, que je vois évoluer jusqu'à devenir ce qu'ils souhaitent devenir. Donc, tu seras toujours sur un parquet, quoi qu'il arrive. En tout cas, je serai pas très loin. Ouais, pas très Je serai vraiment pas très loin. Ok. Donc, Noah Ivan, je pense qu'on va pas trop t'accaparer. Là, ce que je voudrais, c'est, tu peux au moins nous dire un moment quel est le moment le plus, qui t'a donné le plus d'émotion dans une compétition. Et quelle compétition? Souvent, on me pose cette question et j'ai très souvent du mal à y répondre parce que c'est quelque chose il y a eu énormément de moments, énormément d'émotions. Euh, il est clair que les championnats du monde, d'Europe, le championnat d'Europe, c'est une compétition, c'est la compétition la plus difficile. Bien sûr, le Graal, donc les Jeux Olympiques, et pas qu'une fois. Donc, mais j'ai souvent surpris les gens en rappelant un moment qui, pour moi, m'a vraiment marqué. Je crois que je vais avoir 20 ans, 21 ans, et à Montpellier, on joue en Champions League, une Coupe d'Europe, je ne me rappelle plus exactement laquelle c'était. Et on perd à l'extérieur, je crois que c'était le Portugal ou Porto, c'était. Et on perd à l'extérieur et à la maison on fait match nul et il faut donc le tir au penalty et à ce moment-là il y a quand même des pointures avec moi qui sont je crois que c'était Gabriel Toxen, le gardien de l'équipe roumaine à l'époque, de l'équipe à cette époque-là. Et c'est moi qui suis choisi pour finir le match et qui fait la série de penalty et on remporte, on est qualifié donc grâce à ces 2-3 arrêts sur la série de penalty. Ça m'a fait passer un cap, mais ça m'a surtout apporté une autre vision de mon poste, une autre vision des moments qu'on pouvait partager dans une compétition comme celle-ci. C'était un tournant pour moi. Donc, comme vous avez vu, comme on a dit dès le début, le gardien de but et le dernier rempart. C'est sur lui que tu montes compte, mais il en garde un peu la défense, mais quand il fait les arrêts, il fait le travail. Non, et alors là, je vais être un peu plus, je vais tourner un peu plus loin. Quel est ton moment, celui qui t'a plus sécurisé, peut-être que t'en as pas eu, mais quel est le moment où t'as vraiment une grande déception, ou c'est pas, que t'as un J'aurais aimé mieux terminer ma carrière internationale. C'est pas un regret, c'est juste que j'ai fait ce que j'ai pu et comme avec les moyens que j'avais. Mais j'aurais aimé que ça se termine mieux. Nous avons terminé, on a fait une piètre prestation en 2013 en Espagne. Ouais. Et je trouve ça regrettable. Mais bon, c'est pas vraiment regrettable, mais le souci, c'est quand même de bien terminer et de garder un souvenir plutôt positif. Et nous avons tous pas, on n'était juste pas à la hauteur. Ouais.
C'était une fin de cycle. Ça arrive. C'était une fin de cycle, et puis, oui, ça arrive, mais même les fins de cycle, elles peuvent mieux se terminer, et on n'a pas su le faire. Et ça fait partie aussi de ça, le professionnel. Tu sais que c'est une fin de cycle, tu dois préparer la fin de cycle, et on n'a pas su le faire. Oui, mais je pense que c'est le charme de, quand même des équipes françaises masculines ou féminines. Ils font des résultats où on les attend pas. Oui, ils font des contre-perfs quand on les attend pas. Ouais, et ce qui arrive. Et là, c'était une contre-perf. Avec 2013, on s'attendait pas à ça. Et bon, après, on a su se renouveler, se ressourcer. Et c'est vraiment une chance. Ça c'est une vraie force, puisque ce PPF, ces pôles espoirs, ces interligues sont tels qui préparent ce renouvellement. Et c'est une vraie différence entre les autres fédérations qui nous envient dans ce fonctionnement. Et c'est pour ça aussi que je rappelle très régulièrement aux jeunes que c'est une vraie chance d'y être. Pas simplement d'être en U17, U19 ou U21, c'est une chance d'être dans le PPF, parce que c'est une machine que d'autres fédérations nous envient. Parce que c'est comme un école. Déjà, tu sais, pour qu'ils comprennent les gens, nous, ça commence par le comité. Après, le comité, c'est là-bas, c'est au niveau départemental. Ligue, c'est au niveau régional. Et là, le monsieur, quand tu arrives là derrière, c'est quand pour études, ils ont quel âge à peu près? C'est première Oui, exactement. Jusqu'à terminale. Jusqu'à 17, 18. 17, 18 ans. Donc après, c'est centre de formation. Exactement. Voilà. Et tu opères un peu dans les centres de formation? Je collabore aussi avec eux, puisque la semaine, dans 15 jours, je serai là pour le centre de formation, puisque nous avons Cyrus Rambaud qui aujourd'hui passe la plupart de son temps avec le centre de formation. Bien sûr. Quand je vais, par exemple, à Cesson, je travaille aussi avec le centre de formation, avec le pôle. Nous avons là-bas Yann Pichon que Mirko a eu. Donc on continue le travail. Donc il y a une grande solidarité et tout. Donc en deux mots, on va bientôt clore parce que les gens doivent être un peu mieux parce qu'on a beaucoup parlé dans le bac. Moi, c'est un truc qui est important. T'as quand même des ados, des jeunes, ils écoutent de la musique. Essentiellement. Moi, en tant que Zulu King, tu vois, en représentant la culture hip-hop, et vu la limitation qui nous sert à l'heure actuelle, au XXIe siècle, tu dois être confronté par rapport à ces gamins qui écoutent Bien sûr, je t'avoue que des fois, ça me fait mal à la tête. J'ai les oreilles qui saignent des fois même. Mais il faut aussi reconnaître que chaque génération a ses idoles, son style de musique. Et peut-être que ça veut tout simplement dire que je suis un peu plus vieux. Ouais, même si t'es un peu plus vieux, tu sais pas, des fois, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, quand j'ai des petits jeunes comme ça, je leur fais, on fait des entraînements ou des séances avec de la façon. Ah non, mais ça m'empêche pas d'essayer d'ouvrir leurs horizons en leur faisant écouter autre chose et ce qui se faisait avant. Donc au moins ils savent ce qui se faisait avant et ça les enrichit aussi. Mais certains d'entre eux écoutent encore du vrai hip-hop. Voilà. Du vrai hip-hop, du vrai reggae, du vrai dancehall. La vraie musique. Donc en deux mots, si vous êtes jeune, vous avez rien à faire et vous voulez suer, faites du handball. Il y a plein de clubs en France. Et allez voir le monsieur, peut-être si un jour vous y réussissez bien, donc tranquille. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Donc voilà. Donc moi, ça a été un grand plaisir de communiquer avec toi. Également. Avec le cœur. Également. Et c'est important, c'est pour l'histoire. Hein. Parce que ça, c'est un sacré bonhomme, il rigole pas. Yes, sir. Voilà. Peace. One love.